Bonjour, c'est Jonathan. Cet épisode est la suite de notre entretien avec Dominique Ménard. Dans l'épisode précédent, l'ancien descendeur nous a parlé de bon vélo et de la première moitié de sa traversée des Amériques. On continue ça cette semaine en philosophant sur les différences entre filmer ou écrire son voyage et entre voyager seul ou accompagné. On témoigne du froid des Andes et du vent de la Terre de Feu et Dominique nous donne sa vision de son rôle d'ambassadeur de marque. Merci et bonne écoute. C'est quoi les gars, vous autres, j'ai l'impression qu'on dirait que c'est au Québec, on peut pas dormir n'importe où. Là. C'est tout le temps compliqué, mais dans comme les pays que vous avez fait. Là. Ce qui est le fun de la côte ouest, c'est qu'il y a beaucoup de state parks, puis ils ont tous des hiker-bikers qu'on appelle. C'est des places réservées aux cyclistes et randonneurs. C'est souvent 5 ou 7 $ en Oregon, même affaire. Puis ça, c'est génial parce que tu n'as pas besoin de réserver, c'est pas cher. Même en Oregon, il y avait des casiers où tu peux mettre tes trucs. Tu veux barrer ton casier. Puis il y avait aussi des plugs électriques à l'intérieur. Des prises de courant pour charger tes trucs. C'est super bien fait. Fait que tout le long de la côte ouest américaine, ça a été un charme pour camper. Allais-tu jusqu'à préparer tes journées en fonction de ça? Ouais. Savoir, je sais qu'à tant de kilomètres, il y a un arrêt, donc c'est là que je vais aller. Oui, puis ça l'explique aussi mes courtes distances au début parce qu'on disait, bon, le prochain hiker-biker était à 55 km. Sinon, l'autre est à 200 km. Puis il y aurait eu des campings entre les deux, mais on visait vraiment les hiker-bikers. Puis je dis on parce que j'avais rencontré un couple de Québécois, Félix et Catherine. J'ai beaucoup appris d'eux d'ailleurs. C'est ce qui fait que j'ai retranché certains items. À un moment donné, on a fait un ménage ensemble. Et puis Félix, c'est lui qui faisait le tracé, puis il me guidait. Puis c'est de lui que j'ai appris à utiliser MapOut, une application que j'ai utilisée tout le long de mon voyage. Fait que c'est lui qui faisait les itinéraires. Puis ensuite, pour les campings, à Baja, c'est un paradis pour camper. Il y a plein d'endroits. Tu utilises iOverlander comme application. Beaucoup de vanlifers utilisent ça également. Super facile de trouver des spots, c'est safe. Puis là, quand je suis arrivé au Mexique, mainland, de l'autre côté, là, tout ça, j'ai vu que la game changeait. Là. C'était un petit peu plus des privés, des clôtures, etc. Puis on est rentré dans la région avec le cartel de Sinaloa, puis le Zacatecas. Wow, je me rappelle d'avoir vu certaines stories là-dessus d'ailleurs. Là. Ouais. Ça, c'était comme un autre game. Là. Puis une des premières nuits, je dirais peut-être la 3e nuit, il y a quelqu'un qui est venu voir qu'est-ce qu'on faisait, on était qui, puis il s'est présenté avec un espèce de gros rifle. Là, je connais pas les gars. Yo soy Dominique Ménard. Non problème. Puis, tu sais, j'ai quand même campé beaucoup. Il y avait quand même quelques endroits qu'on pouvait camper officiels et tout avec iOverlander, mais après ça, quand j'étais arrivé Guatemala, c'était hyper dur. Toute l'Amérique centrale, c'est plus dur camper, l'expérience que j'ai eue. Puis c'était excessivement chaud et humide. Pourquoi plus dur? Ben, il y a beaucoup de plus petits aussi, plus privés. Nécessairement, tu suis souvent la panaméricaine rendue là. Là. Puis, et puis c'est excessivement chaud et humide. Puis là, finalement, tu te rends compte aussi que les chambres d'hôtel sont pas trop chères. Fait que tu te dis pourquoi pas à 10$ US. Puis là, en plus, moi, j'ai commencé à me faire... Parce que le monde, ils ont commencé à prendre au sérieux mon voyage. Là. Quand je suis arrivé au Guatemala, en fait, comme... Au Guatemala, il niaise pas, lui, là. Parce qu'au début, les gens ne savaient pas ce que je faisais. Là. C'est comme, bon, OK, Californie, cool, Baja, OK, tu sais. Mais à un moment donné, plus ça allait, le monde est comme, hey, Dom, tu t'en vas où, là? Tu sais, je l'avais dit à quelques reprises, Patagonie, mais même moi, j'avais peut-être de la misère à y croire. Puis je m'étais, comme je disais, pas annoncé, j'avais pas affiché mes couleurs à ce niveau-là. Puis, mais là, tranquillement, pas vite, je commençais à y croire. Fait quoi? Je commençais à dire, tu sais, j'avais commencé ma série YouTube à ce moment-là, puis je me rappelle le premier épisode, j'étais comme, comment j'appelle ça? Puis là, j'étais comme, OK, Victoria à la Patagonie en vélo. Fait que là, j'avais comme plus le choix, si on veut, là. Puis, fait que ouais, plus difficile en Amérique centrale, mais là, par hasard, les gens commençaient à m'inviter. Hey, Dom, j'ai un hostel. Hey, viens chez nous. Fait que des gens locaux. Ben, il y a beaucoup d'expats, des Québécois. Là, je me rappelle du café Con Leche, entre autres, au Nicaragua. Une couple d'endroits comme ça, le surf, le Chaka Surf Hostel au Costa Rica. Puis, il y a quand même quelques places qu'on a pu voir sur tes réseaux sociaux où est-ce que c'était pas
Non, j'étais bien. Quoi. J'étais bien. Là, hey, les gens m'ont gâté. Là. Julie, là, qui avait le Castillo de Riviera, je crois, proche du parc Manuel Antonio, Costa Rica. Puis, ouais, plein de gens comme ça qui, tout d'un coup, ils me disaient, hey... Puis même en Amérique du Sud, De Vinci m'ont mis en contact avec des distributeurs dans ce coin-là. Fait Équateur, j'avais un contact. Pérou, Chili. Ça, c'est génial. C'est vraiment cool. Fait tu sais, je l'ai eu facile. Là. Moi, t'es-tu invité chez des gens locaux? Ça m'est arrivé, mais je courais pas après ça. Puis ça, c'est une affaire, Joe, qu'il faut que tu m'expliques. Là. Moi, là, à la fin de ma journée, là, ça me tentait pas de parler de... Parce que, tu sais, quand les gens t'invitent... Là... Ouais, mais Dom, c'est parce que toi, ta journée a commencé à quelle heure? Ouais, puis tantôt, tu as dit que 55, c'était une petite journée, là. Fait que déjà là, on diverge. Ouais, non. Puis, tu sais, moi, c'était très axé sur la vidéo, puis je me produisais en même temps sur... les stories, au quotidien, les gens pouvaient suivre ce que je faisais. Mais là, ça, c'est épuisant, pas à peu près. J'en ai fait une série au Québec, là, Le Bon Monde de la Route Verte. J'ai tourné à Taïwan cet automne, l'automne dernier. Moi, filmer, ça m'épuise tellement plus. Moi, le premier, je ne suis pas au courant nécessairement qu'est-ce que ça représente. Mettons, on va dire 5 minutes de vidéo. Il y a combien d'heures de travail derrière ça? Je peux pas te dire. Là, on peut parler d'y penser, de le filmer, de sortir ton drone, ton téléphone de ta poche, qui est quand même rapide, mais il faut que tu le sortes pareil. Non, mais ton drone, c'est une demi-heure pour garder 4 secondes, probablement. Ah, ben oui. Moi, une shot de drone, là, c'est minimum... Ma shot de drone la plus vite, ça a peut-être été 12 minutes. Tu sais, j'étais content. Ah, ouais. Moi, t'arrêtes le vélo, dézip, sors la première pochette, installe le contrôleur, mets tout ça à on, plug ton cellulaire dedans, sync. Après ça, tu rouvres le drone, les hélices. Là, tu l'envoies dans les airs, tu trouves ton angle, tu fais ton... Puis là, quand tu sors le drone... un autre, tant qu'à ça. Ben exact. Puis quand tu sors le drone, il y a tout le temps un char qui arrive de nulle part, qui se parque là, quelqu'un qui commence à te parler. Il y a tout le temps quelque chose. Puis, mais j'ai quand même pris des trucs. Quand je sors le drone, maintenant, je suis comme, OK, ça va me prendre... Tu sais, je vais faire 4 photos de ça. La même route, je vais la faire 4 angles différents. Puis... ça me permet de maximiser le temps qui est dans les airs parce qu'on n'a pas beaucoup de batterie aussi. Oui, mais moi, je trouve le drone, quasiment 100% du temps, je tombe sur un point de vue que je ne soupçonnais pas. Puis finalement, c'est une meilleure photo que ce que j'imaginais que c'était pour être. Ben, c'est une belle surprise, effectivement. Fait que le drone, moi, j'adore ça en voyage. Ça donne une autre perspective. Mais oui, tu sais, juste là, tu fais 2 shots de drone dans la journée. C'est quasiment 45 minutes, juste ça. Installer le trépied pour faire des shots vidéo. Ça doit être 1 heure à chaque jour dédié à la tâche de filmer. Mais 1 heure, tu sais, fois 463 jours quand même, tu sais. Fait que je serais revenu peut-être bien avant, mais non. Tu sais, pour moi, c'est une passion de filmer. Puis je tenais à documenter ce voyage-là. Puis je me disais aussi, tu sais, je veux faire un documentaire avec ça, des conférences. Je veux monétiser le voyage, cette année et demie-là passée sur le vélo. Je veux le monétiser, mais de toute façon, ça a toujours été un réflexe de filmer. Fait que c'est pas une corvée, mais il reste que c'est beaucoup de temps. Puis quand j'arrivais le soir, j'aimais bien un hôtel parce que là, je peux tout de suite classer. La pire chose à faire avec du contenu, c'est de rien faire avec. De le chercher après. De le chercher. Tu te rappelles plus c'est où. Ah oui, puis là, finalement, tu fais rien avec ça. On a tout un album de photos d'un voyage, puis on n'a juste rien fait avec ça. Fait que là, je me faisais un devoir. Moi, j'ai, dans tout mon voyage, un dossier par pays, puis dans chaque pays, jour, tu sais, 112, tel endroit à tel endroit. Puis là, dans le fichier, dans le dossier, tu as les fichiers de cellulaire, vidéo, GoPro, drone, classé. Puis des fois, je mets le nom telle vidéo, Dogs. C'est juste une référence. Puis des fois, souvent, je les croppe parce que des fois, le début du vidéo, je mets tout croche. Fait que je les croppe déjà comme ça. Puis qui est super bien classé, les photos aussi. Et puis, c'est devenu super utile parce qu'à un moment donné, moi, je me suis aperçu que c'était impossible de monter mes épisodes pendant le voyage. Fait que j'ai réussi à avoir un budget de De Vinci et Gourou. C'est pour ça que la série est présentée par De Vinci et Gourou, pour engager un monteur. Fait qu'Alex Dussault... tu n'avais pas le choix de bien séparer tes fichiers pour que lui puisse recevoir ça. Exact. Puis quand on était prêt à faire un épisode, ben moi, je fais une espèce de synopsis. Fait que, mettons, l'Équateur, ça commence de telle date à telle date. C'est tel dossier à tel dossier sur Google Drive, parce que moi, je mettais tout ça sur Google Drive après, parce que la pire chose qui arrive m'arriver, c'est de me faire voler le laptop, mettons, tu sais. Fait que c'est pour ça, l'hôtel, c'était intéressant pour moi. Je peux tout uploader. Puis après ça, ben là, j'avais comme, telle journée, il m'est arrivé telle affaire. Fait que ça, c'est un highlight, tu sais. Puis après ça, telle journée, il s'est rien passé, Fait que j'y faisais comme une espèce de synopsis. Puis là, après ça, il faisait une version 1, m'envoyait ça, je corrigeais. Puis la version 2,
donc la version finale dans ce cas-ci, il la mettait directement sur YouTube. Puis après ça, moi, je faisais la mise en ligne. Mais c'est un processus qui demande énormément de temps. Fait que le soir, tu viens roder aussi, là, à un moment donné, mais c'est quand même méthodique. Tu avais ta méthode, tout ça. Mais quand tu te demandes comment Jonathan faisait, lui, pour parler avec des gens, on comprend. Mais est-ce que c'est un aspect, quand tu regardes, mettons, peut-être, là, je ne vais pas comparer un à l'autre, là, mais quand tu regardes peut-être le produit de qu'est-ce qu'il a fait comme voyage, tes rencontres, c'est une chose que tu aurais apprécié pouvoir faire plus? Ou J'ai fait quelques rencontres. Fait que c'est drôle, ces rencontres-là ont été marquantes. Peut-être que je n'ai pas fait beaucoup, mais je peux comprendre la volonté que Joe avait d'aller à la rencontre de ces gens-là. Parce que là, c'est là que tu as vraiment un contact avec la culture, puis tu peux apprendre au niveau de la politique de l'endroit, puis qu'est-ce qui se passe, etc. Mais chapeau à toi parce que ça se demande énormément d'énergie parce que les autres, ils te reçoivent une fois, là, puis ils vont te faire boire du vin jusqu'à 11h, minuit. Là, oui, puis des fois, je me cachais. Quand ça fait 3 jours de suite que je me fais inviter, chaque conversation, la première demi-heure, là, mettons, es-tu marié? Vite, ben non, mais ça, tu parles des. Ça, c'est le gag les 4 premières questions sont toujours les mêmes. Mais la première demi-heure est toujours la même. C'est toujours les mêmes questions. T'expliques tout, d'où tu arrives, où tu t'en vas, toute ton histoire. Celle-là est rodée là, en espagnol, là, mettons, si c'est en Amérique du Sud. Mais après ça, avant de pouvoir, eux, les connaître, il faut qu'on passe à travers ça. Fait que là, ça vient de changer, que là, c'est moi qui pose les questions. Puis oui, mentalement, c'est compliqué. Puis moi, je filme pas. Je trouve que l'histoire que j'ai, si je fais juste écouter quelqu'un versus si je mets une caméra et un micro d'en face, il me racontera pas les mêmes choses. Non. C'est 2 façons complètement différentes de raconter une histoire qui n'est pas la même histoire même. Ouais, puis à propos de filmer les gens comme ça, moi, j'aurais aimé ça intégrer un petit peu plus de culture aussi dans mes vidéos. C'est très vélo et tout ça, mais j'avais un inconfort à filmer les gens. Tu sais, je voulais pas être le touriste qui filme la femme au marché. Des fois, je le filais, je le faisais. J'aurais aimé savoir plus de portraits, des fois, photos des gens et tout, mais je ne l'ai pas fait un peu par respect. Je sais pas, je ne voulais pas les prendre comme des animaux de cirque. Mais je trouve que c'est facile. Les photos que j'ai prises, c'est après que ça fasse une soirée ou quelques heures avec qui, puis là, tu gagnes une confiance. Puis on le sent. Ils vont regarder la caméra d'une façon différente que si tu l'as pris justement avec ton téléphoto là, à 200 mètres caché, un peu plus loin. Absolument. Mais, tu sais, la question que je me pose, c'est quand tu fais ton travail là, de documentation vidéo, à quel point tu deviens comédien dans ton propre voyage? Est-ce que le film prend préséance sur le voyage à un moment donné? Mais ouais, c'est un super de bon point. Puis moi, j'ai toujours été très authentique dans ma démarche, et même des fois trop transparent, mais c'est moi. Puis ce qu'on voit dans la vidéo, c'est vraiment ce que j'ai vécu. Moi, j'ai toujours dit dans ma démarche que je capturais le moment et non pas que je créais le moment. OK, ouais. Fait que tout ce qu'on voit, je l'ai capturé. Tu sais, si on me voit en train de lire, j'étais déjà en train de lire. Fait que oui, je me suis levé, j'ai été mettre le trépied pour montrer ce que je faisais, mais j'ai pas essayé de créer une scène. Hey, ça serait le fun de lire ce matin, de montrer en vidéo que je suis capable de lire. Tu sais, mais... Fait que non, je capture les moments. Puis tu sais, un commentaire que j'ai beaucoup sur mon voyage, c'est à quel point que j'étais souriant, puis ça avait l'air facile, puis que c'était le fun. Puis c'est vrai, j'allais peut-être eu facile, je ne sais pas, j'ai pas été malade, tu sais, j'ai pas eu de gastro dans le voyage. Je me suis Jonathan, lui, il a eu juste une fois la gastro. Non, ça a duré 2 ans? Oui, c'est ça. J'ai eu une fois la diarrhée, ça a duré 12 mois. Pour vrai? Mais non, je niaisais. Pour vrai? Quand ça? Dans quel voyage? Regarde, Dominique, quand tu seras assez vieux et que je te parle de ma diarrhée, tu reviendras. Ça me t'a pas écrit. On fera un podcast là-dessus. Parfait. Mais non, ça a été nickel, ce voyage-là. Est-ce que tu faisais justement référence au fait que ça avait l'air d'avoir été super bien, ou c'est parce que des fois je change ma voix quand je parle dans mes stories? Non, mais en fait, je faisais référence à ma propre expérience quand je filme. Je trouve que c'est drainant parce que ton point de vue n'est plus celui derrière tes yeux. Tu as un point de vue pratiquement qui est hors de toi. Puis quand tu rentres quelque part pour parler à quelqu'un, mettons, je m'en vais acheter des mangues. Là, je me dis, comme la madame commence à me parler. OK, ça, c'est intéressant. OK, comment que je peux filmer ça? Si, là,
comment qu'on va faire pour savoir que je viens de rentrer acheter des mangues? Faudrait que je me filme en contexte, faudrait que je filme son truc de dehors, faudrait peut-être que je filme ça en drone, qu'après ça, que bye bye, là, je me filme en train de dire ciao, je m'en vais, puis là, après ça, je parle en train de dire c'est quoi qui s'est passé. C'est vraiment une dynamique qui est différente de je l'ai vécu, je dis bye, je fais 200 mètres, puis j'écris sur mon téléphone ou je me fais une note vocale, selon ta méthode, de ce qui vient de se passer. Puis après ça, je vais cogiter ça. Ouais. Donc, il y a l'aspect, la vidéo, c'est nécessairement dans le présent. Le livre, l'écriture, c'est plus tard dans le futur, tu racontes le passé. Oui. Dans mon cas, j'étais beaucoup dans... C'est très action, le vélo, etc. Fait que c'est sûr que si tu commences à filmer d'autres personnages comme ça, surtout dans les lieux publics, tout, c'est sûr que ça ajoute une complexité. Là. Mm-hmm. J'ai peu trop à faire face à ça. Mais je peux comprendre effectivement à quel point ça peut être difficile de... Tu sais, une shot, comment tu appelles ça, de establishment shot, tu sais, où je suis où, là, je viens de rentrer dans le restaurant. C'est ça. Fait que... Non, c'était très POV aussi, c'était très vlog. Okay. Moi, je l'ai joué comme ça. C'est ta marque de commerce, je pense. Ouais, c'est ça. Tu le maîtrises bien en plus. Là. Ouais. Donc, Mais je pense que c'est là la différence. C'est que peut-être moi, j'essaie de retransposer ce que je fais en livre, mais en vidéo. Puis c'est ben trop épuisant. Puis ça me plaît moins de toute façon. Puis c'est correct. Je pense que c'est de trouver sa démarche puis de faire avec ça. Là. C'est dur de faire les deux aussi. Moi, j'aurais souhaité peut-être plus écrire, par contre, des petits détails pour... Si je veux écrire un livre un jour, j'ai pas les détails que toi, tu sais. Et puis la rencontre aussi de gens, je pense que ça donne une t'as touche. les détails, il faut juste que tu tapes pas mal de vidéos. Ils sont dans les vidéos quelque part. Ouais. C'est sûr. Fait que ça va peut-être être plus photo, Dogs. récit, dogs, dogs. Ouais. T'as pédalé seul et t'as mentionné avoir pédalé avec d'autres mondes. Qu'est-ce que tu préfères ou qu'est-ce que ça apporte de différent? Les moments que je me souviens le plus, que je suis le plus fier, les gros highlights, j'étais souvent seul. Mm-hmm. Fait que je pense que c'est des moments qui sont précieux, mais je ferme jamais la porte à pédaler avec des gens que je rencontre. Je suis comme, hey, cool, on va faire un petit bout ensemble. Voyons si on est capable de danser ensemble. Parce que c'est ça qui est drôle. Quand tu rencontres des gens, tu sais pas si ça va marcher ou pas. Mm-hmm. Mais je pense qu'il y a comme un commun accord dans ce milieu-là du cyclotourisme que on a tout un objectif commun, puis il faut se respecter aussi là-dedans, là, tu sais. Puis il y a toujours un peu, quelques facteurs. Tu sais, en partant, c'est quoi la vitesse que tu es capable de pédaler, tu sais. Ça règle la question en partant, tu sais. L'objectif aussi de la journée. Quelle heure tu pars? Puis est-ce que tu aimes arrêter en route puis te baigner dans la rivière puis parler à du monde ou comme moi, je faisais de la vidéo, ça peut représenter un problème, ça, pour les gens, tu sais. Puis après ça, c'est des fois le budget. J'aimais bien aller à l'hôtel, rendu au village. Ouais. Mais il y a quelqu'un qui a moins d'argent, lui, il va essayer de trouver le pont le plus proche. Exact. T'sais, moi, je suis comme, c'est pas ça que je recherche. J'aime bien camper, mais dans des endroits désignés que je me sens bien, puis que, idéalement, je peux avoir accès à l'eau. C'est le fun et tout. Fait que... Mais il y a quelques personnes, là, Félix et Catherine, j'ai fait 5 semaines avec eux autres. Ça a été merveilleux. J'aimerais les revoir, d'ailleurs. Puis j'imagine que toi aussi, tu dois recevoir souvent la question « Ah, tu fais ça tout seul? » Ouais. Comme si c'était l'affaire la plus complexe du monde de voyager seul. Qu'est-ce que tu réponds aux gens qui sont tellement inquiets de partir seul? Ben, tu vas rencontrer des gens en cours de route. Tu te rends compte que, tu sais, il y en a beaucoup. Surtout la route que j'ai faite, c'est quand même emprunté par beaucoup de C'est tellement mainstream, hein? Mais pour vrai, c'est quand même mainstream. Pour vrai, c'est quand même, c'est une des routes mythiques. Là. Si tu regardes, mettons, l'Alaska Ushuaia, là, c'est quasiment une autoroute cycliste. Oh, mais lui, il est parti de Vancouver. Ben, c'est ça. Il est parti au premier petit stop. Tout est parti devant. Faut qu'il retourne. Ah oui, c'est vrai. Il y en a qui disaient ça. Non. Non, mais tu sais, des fois, je regardais ça. Je suis comme, ça aurait été quand même nice de partir en haut. Mais bon, moi, il fallait que je parte en septembre. J'aurais pas pu partir en juillet. Là. Ça change rien. Ouais, mais comme tu l'as déjà fait en 2 sections, pourquoi pas une 3e? Ouais, puis quand on dit en 2 sections, tantôt, tu me posais la question. C'est juste que quand je suis arrivé au Panama, ça faisait 9 mois. Il fallait que je prenne un avion ou un bateau rendu là, à cause du Darien Gap. Ouais. Puis je me suis offert le luxe de revenir à la maison. J'avais besoin de voir ma gang. Ça m'a fait du bien de faire aussi du vélo de montagne. Puis, tu sais, j'ai été réénergisé, si on veut. Puis je suis retourné en Colombie pour la partie 2. Puis je pense que ça a été une bonne décision pour moi de revenir à moitié. Là. As-tu un pays en Amérique du Sud qui t'a plus marqué? J'ai bien aimé le Chili.
As-tu fait la Carretera Austral? Ben oui, à cause de ça. Chili, ben tu sais, je suis arrivé là, moi, au jour de l'an, chez Yorgi, le distributeur de Vinci, un gars super sympathique. Il y a un condo pour sa mère, puis sa mère n'était pas là, fait que j'avais un beau condo. C'est à Santiago? À Santiago, je ne l'ai pas mentionné, mais oui, super de belle ville. Mais tu sais, c'est le genre de ville qui pourrait être au Canada. Là. C'est littéralement moderne, de les restos, cafés, tout ce que tu veux. La partie collée sur les Andes. Ouais. La partie est. Parce qu'après ça, tu fais 5 km à l'ouest, puis tu as des charrettes là, dans la rue. Ouais, tu sais, c'est ça. J'ai traversé, dans le fond, de Mendoza en Argentine. Ouais. Dernier passage vers le volcan. As-tu fait le col des Los Libertadores? Non, il était fermé à cause de la neige. Oh. Mais j'ai passé... T'as-tu passé là, toi? Ouais, non, j'ai fait 2 fois. 2 fois? Ouais. C'est comme une montée en S de 8 km, ça? T'as oublié tes clés. Mais c'est comme une montée en lacet de 8 km. T'as fait ça? Ben oui, mais toi, tu parles de... Parce que le tunnel est à 3200. Oui. Puis après ça, c'est là où les autos passent. Puis après ça, il y a l'ancien. Donc, le col est 800 mètres plus haut, ou peut-être même un peu plus. Et là, ça, c'est l'ancienne route. Exact. Puis je sais pas c'est combien long, là, mais je sais que l'autre côté, quand tu redescends du côté du Chili, c'est 60 lacets, un après l'autre. Oh my God. Fait que t'as fait ça? Ouais. Wow. Il faisait froid. La différence de température, c'est 25 degrés entre Santiago et en haut. Là. C'est fou. Mais oui. Il y a du vent, ça n'a pas de sens. C'est correct. Puis là, tu arrives en haut, puis là, tu es comme un gros vent de fou qui vient de t'attraper. Wow. Non, moi, j'ai passé par là, mais la route était encore fermée. Il y avait de la neige. Ouais. Puis ce qui est incroyable de cette route-là, c'est que c'est le lien primaire entre le Chili et l'Argentine. Ouais. Parce que d'un côté, tu as Santiago qui est à 100 km, puis après ça, Mendoza qui est une des plus grandes villes, mais également qui est la route, si tu continues 1000 km vers l'est, ça mène direct à Buenos Aires. Ouais. Ça descend tout le long, hein, c'est fou. Puis, cette route-là, elle est fréquemment fermée en hiver, même automne, printemps. Là. Puis ça peut être 1 semaine, 2 semaines de temps. Puis là, les camions de marchandises s'accumulent. Puis à chaque jour, il faut que tu regardes moi, c'était le Twitter de la route, là, du ministère du Transport pour dire « aujourd'hui, non, c'est pas encore ouvert. » Parce que la différence est tellement énorme qu'en haut, même s'il y a eu 1 cm de neige ou 5 mm de neige, là, avec le vent, ça devient de la glace. Ouais. Puis les camions qui sont en bas à Santiago, ils n'ont pas de pneus d'hiver. Mais non, ils vont aller, à un moment donné, ils montent, puis là, barrage ici. Puis là, ils ne peuvent plus reculer. Ils ne peuvent pas changer de bord, fait qu'ils sont pris là. Puis les gens viennent leur porter de la bouffe où il y a des vendeurs ambulants, puis ils peuvent être là 10 jours de temps là, avant de pouvoir continuer. Et ça, c'est le passage principal. Ils ont, pendant des années, ça se parle encore de faire un tunnel pas à 3200, mais de peut-être en faire un beaucoup plus bas. Mais au lieu d'être, mettons, 5 km de long, il serait 60 km de long. Hein. Ben oui. Fait que l'investissement, ça se parle, puis ça se passe pas. Pourquoi tu es allé là 2 fois, pour vrai? C'est une question de... Moi, j'ai fait sud au nord. Là. Ouais. Puis il y a une question que c'est 3 mois maximum. Là. J'imagine que tu as eu la problématique ou la même chose. Je vais recevoir l'appel, ça sera pas long. Ouais, non mais c'est 3 mois maximum au Chili puis 3 mois maximum en Argentine. Mais vu que j'étais parti du sud du Chili puis j'avais fait une bonne partie, là, j'étais rendu proche de... je n'étais pas rendu à 3 mois, mais éventuellement, j'étais pour l'atteindre. Fait que j'ai pris un col plus bas. J'ai fait un bout en Argentine jusqu'à Mendoza. Puis après ça, j'avais des amis à Santiago que je voulais aller voir. Donc là, j'ai traversé. Je suis allé à Viña del Mar, Valparaiso. Je suis resté là un bout. Puis après, pour aller à Buenos Aires, là, j'ai retraversé de l'autre côté. T'es motivé. C'est ça que ça me surprend de toi parce que ta route est un petit peu... Ta shape, elle dit pas ça. Alors, on va clore ici ce chapitre. Oui, c'est ça. Mais moi, j'étais motivé d'aller au sud, tu sais, mon objectif, Ushuaia, tu sais, puis... Mais toi, tu te permettais d'aller de gauche à droite. Oui, mais c'est pour ça que tantôt, on disait, tu sais, le chemin... la route, c'est vrai, Alaska, Tierra del Fuego, là, c'est comme une route... évidemment, qui n'est pas si utilisée que ça, là, mais c'est une route qui est plus utilisée que tout d'un coup partir complètement vers l'est, puis aller, comme j'ai fait en Uruguay, au Brésil, puis revenir, aller jusqu'à Rio, puis le virer de bord, puis revenir par le Paraguay. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était pas la route
c'était rencontrer des gens qui n'ont jamais vu de tourisme ou de cyclisme. Puis pour moi, le Paraguay m'attirait pour cette raison-là, parce que c'était tellement... J'ai aucune idée c'est quoi qu'il y a au Paraguay. Tu sais, je connais personne d'autre qui est allé là. Fait qu'en allant là, ça m'attirait. Puis, mais et toi, ça c'était une de mes questions, je t'en ai déjà parlé, tu avais une destination finale. Mm-hmm. Moi, je calcule que j'ai un chapitre de livre en moyenne aux 300 km. Fait que quand je suis rendu à, je sais pas c'est combien, là, mais mettons 48 chapitres, j'ai un livre. Fait que c'est pas grave. Tu sais, c'est le fun d'avoir une finale quelque part qui punch, mais je me demande, toi, tu peux pas aller plus au sud que Ushuaia, ou en tout cas à peu près pas, là, si tu veux finir dans une ville. Et comment tu entrevoyais ça? Quand tu arrivais plus proche, ou quand c'était loin, quand tu approchais, est-ce que tu disais « Oh, je touche au but » ou, comme tu parlais de ton livre plus tôt, tu as ralenti, là, puis c'est dur de ralentir parce que toi, tu avais le vent dans le dos à ce moment-là. Oh my God, ouais. À 100 km/h dans le dos, là, même si tu voulais ralentir, il faudrait que tu mettes les freins. Comment tu vivais ça? Mais c'était ça, pareil. J'accélérais, là, moi, on dirait. Ah oui, pour toucher au but? Oh my God, j'étais tellement motivé. Là. C'est là que j'ai fait J'ai une journée de 250 km. Tabarnouche! J'étais allumé, là. Puis, tu sais, je regardais le Fitzroy, puis je suis comme... Je vais monter le Fitzroy une autre fois. Là, les glaciers à El Calafate, je suis comme, oh, pire, je vais revenir. J'étais tellement motivé. En fait, ce voyage-là... T'étais en mission. Là. Ouais, mais il n'y avait pas de presse parce que j'étais quand même en avance. C'est pas comme si j'essayais d'arriver avant l'hiver puis j'étais serré. C'était pas ça. C'est juste mon engouement pour le vélo. Je me suis aperçu que j'aimais pédaler. J'aimais mouliner. J'embarquais sur le bike le matin. J'étais tellement bien. Ouais. Puis c'était la fin du voyage. Puis j'étais comme une zone de tunnel un peu. J'étais bien sur le vélo. Physiquement, ça allait bien. Fait que je me suis... j'ai fait des longues journées. J'espère que je ne regretterai pas d'avoir pas pris le temps de visiter ces endroits mythiques-là. Mais en même temps... Quand tu vas repartir d'Alaska, ça va tout régler. Exact, tu sais. Mais en même temps, tu sais, il y a un côté de moi qui était un peu sauvage par bout. J'étais bien tout seul sur mon vélo. Puis quand je suis arrivé à El Chalten, là, je cherchais un hôtel. À un moment donné, je suis rentré dans un restaurant. Il y avait tellement de monde. C'était très, 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 très touristique. Puis ça paraît cliché. Là. Je suis aussi un touriste, je le sais, mais j'avais comme pas le goût de voir ce monde-là. Fait que de me mettre en ligne pour aller monter le Fitzroy, ça me tentait pas. Tu sais, je l'avais vu, le Fitzroy, de mon vélo, coucher de soleil. Ça a été une journée extraordinaire. Puis c'était parfait pour moi. Puis ça a été mon highlight, d'ailleurs, du voyage, là, je te dirais. Là, je sentais que j'étais arrivé finalement en Patagonie. Puis après ça a été du bonus. Mais ouais, je me sentais bien sur le vélo. Puis pour moi, ce voyage-là, ça m'a pas écœuré. Il y a bien des gens qui finissent des voyages comme ça. Puis c'est comme le livre que j'ai lu, le gars, il a pas retouché un vélo. Moi, ça m'a juste donné le goût d'en faire plus. Fait que j'accélérais. Puis non, j'avais pas tout le temps le vent dans le tour en bas en Patagonie. Le vent, c'est complètement fou. En terre de feu ou dans le sud de la Patagonie, le vent est tellement énorme. OK, puis c'est vrai, hein, entre 80 km/h, je te l'ai déjà dit, c'est une petite journée. Donc, imagine, tu es sur l'autoroute, tu te sors la tête de l'auto, puis là, tu dis « Hey Ben, faut que tu montes ta tente. » C'est impossible. Moyen. Ça me tente moyen. Donc, à ces endroits-là, le iOverlander dont tu parlais, l'application, c'est vraiment important parce que ça va te dire... Il y a une roche à cette place-là. Oui. Et où l'ancienne cabane que tu peux aller te cacher en arrière de la roche? Telle ferme accepte de te loger. Telle boulangerie accepte de te loger. Il y a un abri d'autobus là. Il y a plein d'abris pour le vent, d'ailleurs, dans ces endroits-là. C'est juste des abris pour la pluie puis le vent. Il y en a une couple comme ça. Les arbres, ils poussent tout croche. J'ai vu la pampa. Oui, c'est ça. C'est fou. C'est un autre monde. C'est pour ça que quand je reviens ici, on dirait que je me sens plus fort. Là, tu arrives à Ushuaia. Puis, avais-tu déjà ton billet de retour? Non. Combien de temps t'as passé là-bas? Ben, c'est drôle, à Ushuaia, je me dis, peut-être je vais faire une petite croisière. Ah oui? Tant qu'à vers l'Antarctique? Ouais. Sérieux? Je me disais ça. Tu allais voir des pingouins? Mais non, je suis pas allé. Non? Écoute, j'arrive là, je commence à chercher le prix des croisières. Ah oui, c'est ça. Le problème, c'est minimum là, 9 jours. Tu rappelles de Vinci puis Gourou. Ouais, on aurait besoin de... Tu t'avances sur mes vidéos, 10 000 guys. Exact. C'est 10 000 Ouais. Une croisière, là, parce que c'est minimum 9 jours. Ouais, mais si tu fais des les stories, repas sont fournis. Si tu fais des reels, combien? J'aurais pu les approcher, effectivement, leur envoyer un pitch deck, mais non. Mais peut-être Escúchame. Ouais, c'est ça. Llamo Dominique. Mais non, ça a pété ma bulle un peu. J'étais comme, parce que je me disais, je ferais pas
parce que Benson, là, c'est un gars du UK que j'avais rencontré. C'est le frère de Edges. Benson Edges. Smoking. Smoking hot. Benson the Viking. J'ai fait un petit bout avec, puis lui, il était faire une croisière de 10 jours, tu sais. Ah, j'ai dit 10 jours, c'est trop long un peu. C'est long en plus, là. Ben oui. Mais je me suis dit, peut-être en trouver une de 3 jours, mais t'as pas le choix, là, parce que quand t'arrives à Ushuaia, t'es quand même encore loin de l'Antarctique, là, fait que t'as pas le choix de prendre cette croisière. Ben, toutes les croisières, c'est à peu près 10 jours la durée. Mais ouais, c'est des 8-9 000 US, là. Ah ouais. Fait que quand j'exagère-tu? Je pense pas. C'est vraiment... Ou c'était genre 5 000 US, fait que ça donnait peut-être un 7-8 000 Canadiens. En tout cas, c'était vraiment cher. Fait que cher qu'un hostel à quelque part. Ouais. Avec une ride de taxi. Puis, après ça, bon, tu as fait un petit arrêt en Colombie, tu as décidé de revenir ici. Ça fait pas longtemps. Ça fait combien de temps que tu es revenu? 1 mois et peut-être 6 semaines. Comment ça s'est passé, ton moral au retour? Ça va super bien parce que, tu sais, je suis bien entouré, j'ai une belle gang d'amis, je suis passionné aussi, fait que ça me faisait du bien de retrouver mes petites routes de gravier puis de savoir que j'allais faire du vélo de montagne. Puis des projets aussi, tu sais, c'est ça, il faut donner suite à ce voyage-là. Fait que, tu sais, des conférences éventuellement, documentaires. Puis là, je me suis permis de donner une couple d'ateliers sur comment équiper un vélo parce que les gens me posaient des questions et tout. Fait que je me suis dit, ça va me permettre de faire des apparitions publiques parce qu'on me demandait dans les événements et tout. Fait que c'est tous des projets qui te stimulent, qui demandent du temps. Fait que, tu sais, je suis tout le temps sur mon ordi depuis que je suis revenu. Mais le blues de la route, il se passe comment? Ben c'est ça, quand j'ai décidé de venir dans les Laurentides, c'est ça, hein? Là, ça m'a fait du bien de repacter mon bain. Ouais. Puis aujourd'hui, hier, quand je suis parti, là, j'ai eu un petit moment. Là. J'étais comme, oh my God, j'étais-tu bien en voyage? Là, c'est mis à mouiller. Ouais, aujourd'hui, c'est mis à mouiller. 2,4 degrés Celsius sur le Garmin. À un moment donné, j'avais mis mains gelées, pieds gelés. J'étais comme, mais j'avais le sourire. J'étais comme, c'est le fun de pédaler. J'aime vraiment ça. Puis je veux repartir éventuellement vers un autre trip, mais peut-être en faire des petits ici. Là. Tu fais énormément de médias sociaux. C'est quoi ta relation avec ceux-ci? Ben, c'est sûr que ça me permet une certaine liberté. Ou est-ce que des fois, ces temps-ci, je m'enfarge, là. On le fait tout, là. Tu sais, quand tu ouvres Instagram, moi, j'utilise Instagram quand même d'une façon, comment je pourrais dire, par affaire, là. Tu sais, c'est genre beaucoup de messages. Mais est-ce que tu es un consommateur d'Instagram? Ben, c'est ça. Un producteur de contenu? Je consomme quand même, mais des fois, là, tu sais, j'ouvre mon téléphone, puis je vais aller voir mes messages. Quelqu'un m'a écrit, il faut que je réponde. Puis la première fenêtre que tu vois, là, c'est toute l'espèce de vidéo là, en série. Puis là, des fois, je suis comme pogné là-dedans. Puis là, je me suis mis un timer, là, 2 semaines. Après 10 minutes, ça me le dit. Puis des fois, je suis comme devant la fenêtre à regarder des vidéos, puis des trucs. Là, tu genre, sais même comme... plus, là, tu le fermes, tu sais même plus pourquoi tu l'avais ouvert. Exact. Puis là, tu recommences à faire d'autres choses, puis tu dis, je voulais aller répondre à Marc. Exactement. Là, tu le rouvres, réponds à Marc. Les gars, partez-vous au magasin de vélo, vous allez voir que du temps à passer sur Instagram, il va en avoir moins. Ouais. Mais moi, ça fait quand même partie de ma job maintenant, tu sais, puis il y a des bons côtés, mais je pense qu'il faut savoir quand même doser. Mais moi, tu sais, ça m'a énormément donné aussi d'amour dans le voyage. Là, les gens qui m'écrivaient, qui suivaient l'aventure. C'est un moyen de communication, c'est clair. Oui, exact. Mais c'est naturel pour toi de l'utiliser ou bien tu te forces à le faire? Ben, c'est drôle parce que c'est naturel pour moi de capturer le moment, comme je disais tantôt. Moi, je le fais tout ça, là. J'avais mon petit rituel, puis même quand je suis venu ici, là, j'avais des histoires à raconter, puis c'est une méditation aussi quand je suis sur le vélo, fait que j'ai comme plein d'idées, puis je me permets de partager ça sur les réseaux sociaux, puis les gens embarquent là-dedans, ils me trouvent authentique, puis ils aiment ça. Mais d'un autre côté, si, mettons, tu me demandes une vidéo spécifique, là, genre, tu peux me faire un reel... tu sais, j'en fais pas beaucoup de collaborations. Moi, une commande spéciale, c'est différent. Une commande spéciale. Peux-tu faire un reel dans ta van avec ci, ça, 60 secondes, nanana. Là, je paralyse un peu. Là, t'es dans le spontané. Moi, je suis dans le spontané, c'est ça. C'est un peu mon approche, moi, avec mes partenariats. C'est que moi, j'ai un style de vie, puis à travers ce que je fais, les gens vont reconnaître que j'ai un De Vinci. Je sais pas si on va le dire. Ils vont voir que je suis dans une nomade van. Ils vont voir que j'ai du linge parmi. Ils vont voir mon collant gourou. Tu sais, fait que c'est un peu comme ça. Je sais pas si on va le dire. Tu sais, je les tag évidemment et tout, mais moi, je vends plus un style de vie. Je fais la promotion du sport, de la santé, du vélo. Puis nécessairement, il va avoir un impact positif pour mes partenaires. Fait que tes partenaires, en réalité, ils n'achètent pas Dom, on aimerait ça avoir 5 publications, puis une longue vidéo. Non. C'est que toi, tu fais des contrats sur 1 an ou 2.
puis tu t'intègres pratiquement comme un salarié dans leur équipe, mais au niveau marketing ou à ta façon, en tout cas? Ben, ouais, là, c'est ça. Moi, à un moment donné, je me suis dit, si vous croyez en ce que je fais, puis j'ai des preuves tangibles aussi qu'il y a des retombées économiques sur les ventes, parce que moi, il y a des gens qui m'écrivent des fois, qui m'ont dit « Hey, grâce à toi, Dom, j'ai acheté un treuil chez Bob Cyclo, mettons. » tu sais. Fait que ça, moi, je fais des captures d'écran de ça. Puis ça me permet de dire après ça à De Vinci, hey, grâce au partenariat, il y a des ventes qui découlent de ça. Puis moi, j'étais représentant des ventes. Fait que je comprends bien aussi toute l'espèce de cycle, l'importance de ça. J'étais un athlète aussi avant. Fait que j'ai une belle vision 360 sur tout ça. Puis je trouve on est en train d'écrire ce rôle-là d'ambassadeur. Là, puis je ne me considère pas un influenceur. Là. Moi, vite, la différence entre un influenceur et un ambassadeur, pour moi, un influenceur, c'est un peu plus du court terme, collaboration. On profite un peu de la plateforme. T'es beau, t'es belle, whatever, ou t'as une audience X, puis tu fais une petite collaboration, puis tu passes à d'autres choses après. Ambassadeur, pour moi, c'est plus profond que ça. Tu travailles avec l'équipe de marketing, vente, recherche, développement, tu donnes ton feedback. Fait que c'est un petit peu plus ça que moi, je préfère. C'est le travail de représenter. Tu es encore un représentant oui, de la compagnie. On revient à ta représentation des ventes. J'ai juste pas le salaire. c'est dur, tu sais. Mais t'as la pression. Ouais, ben oui, puis j'ai la liberté. Ça m'apporte énormément le rôle que j'ai, mais il y a des moments, je suis comme... Combien de temps je vais être capable de faire ça? Puis tu sais, c'est possible, ce style de vie-là, parce que j'ai pas de famille, j'ai pas de responsabilité, j'ai pas de maison, d'hypothèque, tu sais. Fait que tout, tu sais, van et vélo, ça me coûte pas cher, on s'entend. Fait que ça fait en sorte que c'est possible de faire ces folies-là. Mais j'essaye, puis j'y crois au rôle, j'essaye de gagner ma vie avec ça. Mais l'ironie, c'est que, mettons, il me faudrait peut-être 2-3 autres partenaires, pour avoir un salaire décent, mais là, j'aurais plus le temps de combler chaque attente des partenaires. Parce que oui, dans le contrat, juste pour répondre à ta question, on me demande, genre, qu'il faudrait que tu fasses peut-être pas des stories, là, parce que j'en fais la nuit à tous les jours. Il y a besoin de publication. Il faut qu'ils quantifient. Mais c'est là que c'est dur pour moi, des fois, parce que tu t'aperçois que les mois passent vite en tabarnouche. Fait qu'à un moment donné, il faut que tu gères les attentes de ça. J'en ai géré un contrat dernièrement, tu sais, avec Nomad Van, on n'a jamais travaillé ensemble encore. Puis là, à un moment donné, j'étais comme, wow, vous allez voir que ça va passer vite les mois. Puis moi aussi, il ne faut pas que j'insulte mon audience. Là. Je ne veux pas devenir un billboard. Fait que, imaginons, là, on a toute une responsabilité aussi en tant qu'ambassadeur aussi. Fait que imagine la personne qui ouvre son Instagram. Une publication sur 5 maintenant, c'est une pub en partant, là, un sponsor. Puis là, en plus, les gens que tu suis, c'est en plus, eux autres t'affichent un produit. Là, à un moment donné, OK, ils sont capables d'en prendre. Puis là, tu arrives à Dom Ménard, que lui aussi t'envoie une pub, là, déguisée ou whatever. Là, t'es comme, attends une minute. Mais c'est pas difficile. Là. Tu fais un calendrier, tu as 5 partenaires. À quel point tu es capable de faire des collaborations? À un moment donné, tu peux pas en faire aux 2 semaines. Là, moi, on s'est écœuré. Fait que c'est ça qui est dur en ce moment. D'un côté, tu as trouvé des partenaires qui se mélangent bien l'un avec l'autre. Oui, puis ils comprennent ça. Tu peux parler de plusieurs partenaires dans un même événement. Oui, c'est vrai. Oui, ça se mélange quand même bien ensemble, effectivement. Puis ils comprennent que moi, je veux faire du placement organique, puis c'est pas toujours in your face. Là. Dans les prochains mois, as-tu des plans où tu te laisses revenir? Ben, c'est sûr que je veux faire un documentaire. Puis ça va être aussi, peut-être plus qu'un documentaire juste mon aventure, ça va être aussi mon parcours, parce que je pense que j'ai une histoire maintenant à raconter à 45 ans quand même. Tu sais, je pense que c'est intéressant de voir d'où est-ce que je viens, comment Bon Vélo est né. On en a parlé de ça, ce serait le fun de voir des fois en images. La van life, tu sais, c'est spécial. J'habite une van depuis 2017, temps plein. Ouais. Depuis 2016, j'ai fait le saut, puis depuis 2017, j'habite dans une van à temps plein. Ça l'explique un peu le personnage, qu'est-ce qui a amené... je pense que ça serait sympathique de voir un petit peu tout le parcours autour de ça. Ça va être beaucoup de temps. Nécessairement une série de conférences après ça, une tournée de conférences, parce que je veux aller à la rencontre des gens là, qui m'ont suivi. Tu as une idée déjà? C'est qui ces gens-là? Et non, ça, j'ai pas de plan encore. Puis ton contenu de conférence, ça serait quoi? Ben, je pense que ça va être vraiment sur le voyage. Je peux pas présenter le documentaire puis faire la conférence après. Fait que peut-être faire une espèce de teaser du documentaire puis après ça, donner la conférence. Et puis, pendant l'été, ben, faire du vélo.
Tu sais, je veux goûter. Bon, non, mais je veux goûter à. J'ai racheté moi, tu le dis. J'ai un bicycle de vélo qui s'en vient pour moi, un vélo de downhill. Un bicycle de vélo. Un bicycle de vélo. Que t'as pas besoin de pédaler, là. Demain, ici, ils m'ont envoyé un vélo de downhill. Ça fait quand même plusieurs années que j'avais pas un vélo de downhill, j'avais un vélo d'enduro. Fait que peut-être une petite course de downhill ou deux là-dedans. Yes, mais retour sur la Coupe du Monde. Non, pas vrai, non. Mais ça va servir au documentaire, ces images-là. Ouais. Puis, mais je sens pas que je travaille, en fait. C'est ça qui est extraordinaire là-dedans. Fait que j'ai une belle liberté, puis c'est ça qui m'a permis de voyager 1 an et demi. Mais il reste que c'est une job en arrière. Je travaille fort pour en arriver là. Fait que je veux trouver une solution pour que ça fonctionne. Mais je réalise, là, avec tout ce qui se passe, là, je ne pourrais pas acheter une maison, là, jamais de ma vie, si ça continue comme ça. J'espère qu'à un moment donné, les as sont s'aligner pour avoir des trucs plus payants, mais ça, tout en respectant mes partenaires en ce moment. J'ai un salaire mensuel d'eux autres, ça me donne une belle sécurité. À moi d'aller chercher l'autre tranche à travers des ateliers, puis des conférences, puis des documentaires et tout. Puis il y a aussi les gens là, sur la plateforme buymeacoffee.com que j'ai activé pendant mon voyage. Ça m'a énormément aidé. Ça, les gens étaient super généreux. Ils m'ont aidé à coût de 5 $ et tout. Fait que c'est en faisant toutes des petites affaires comme ça, puis en ayant un coût de vie très bas, grâce aussi au partenariat pour les produits, on ne s'en cache pas. Ça fait en sorte que je suis capable de naviguer dans la vie comme ça, sans un très gros salaire. Mais je suis un passionné. Bon vélo est né comme ça. Puis peut-être voir d'autres beaux projets là, qui vont naître dans cette veine-là. Un spécialiste des médias, ce Dominique Ménard, il nous a fait une fin parfaite. Ça a été un plaisir de t'avoir aujourd'hui. Tu demandais au début, avant qu'on commence d'enregistrer, c'était quoi notre record? Tu l'as battu. On l'a battu. Tu l'as battu de 50%. D'habitude, dans ses courses, c'était le plus rapidement possible. Et là. Ah oui, mais tu vois qu'il revient du cyclotourisme. Hein, voilà. Il y a l'éloge de la transition, lenteur. BMX downhill, cyclotourisme. Merci beaucoup, Dom. Merci beaucoup, les gars. On va clore ici ce chapitre, mais nous prenons vos commentaires et vos questions. Ben, comment te joint-on? Au @Espresso Sport. Dominique, c'est comme Ménard sur Instagram. Et il y a également ma chaîne YouTube que je vous invite à suivre. Un épisode par pays. Il me reste quelques épisodes encore à produire. Évidemment, il y a aussi bonvélo.ca. Il ne se passe pas grand-chose pour le moment, mais peut-être éventuellement. Okay. Et je suis disponible au @Jonathan Berroy. Merci beaucoup pour votre écoute. Et à bientôt pour d'autres encycliques. On fait là.